Samedi 6 décembre, le tour d'horizon de l'actualité sur la télévision Labari. Mais avant son développement, en voici le sommaire. Un premier congrès constitutif des organisations de masse du Modem Faloumana. Le parti Apprend-on veut élaborer une politique visible de promotion et de valorisation de l'enthousiasme militant qui anime ses membres. Du 14 au 17 décembre prochain, la ville de Dosso abritera un colloque international sur les relations entre la région de Dosso et les États voisins de Sokoto et Kebbi au Nigeria. La rédaction de la RTL y consacre un dossier à suivre dans ce journal. Après le sommaire, venons-en au détail. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci à vous tous et bienvenue au journal. De la politique à l'entame de ce journal, justement, les femmes et les jeunes du Modem Faloumana focalisent toutes les attentions avec le congrès constitutif de leur organisation de masse ouvert ce matin à l'arène de jeu de Niamey. Le parti s'active ainsi à canaliser et à valoriser leur enthousiasme afin de bâtir une image nouvelle, productrice et éminemment fructueuse pour le parti. Le compte-rendu de Assoumana China et Aboubakar Souley. C'est une ambiance festive qui a marqué la cérémonie d'ouverture des premières assises des congrès nationaux des organisations des femmes, des phénix et des jeunes du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Lumana Africa, à l'arène de lutte traditionnelle de Niamey, en cette matinée du samedi 6 décembre 2014. Des assises à l'issue desquelles chacune des organisations aura à élire de nouveaux responsables pour conduire sa destinée. Le président du Modem Lumana par intérim a souligné l'importance d'occuper un poste de responsabilité au sein du parti. L'accession à une responsabilité au sein d'un quelconque organe de Lumana et l'exercice du pouvoir qu'il vous confère sont et demeurent exclusivement au service de la promotion des idéaux du parti. Être responsable à Lumana suppose d'abord servir. Et servir le pays et les militantes et militants à une mission où l'exercice des leadership visionnaires, conscients, éclairés, aguerris et requis en permanence. C'est une mission exigeante qui implique un travail soutenu dont l'efficience politique réelle se mesurera à l'aune de la seule obligation de résultat. Seule cette rentabilité politique peut légitimer l'autorité du leader pour sa compétence. Elle seule peut témoigner et justifier du dynamisme qui l'anime, de l'utilité politique concrète qu'il démontre sur le terrain des électeurs. Elle seule peut lui permettre aujourd'hui, eu égard à son rendement politique, de réclamer pour son mérite prouvé la reconnaissance du parti et ou de ses remerciements pour services rendus. Le président a également prodigué des sages conseils aux nouveaux responsables qui sortiront de ces congrès pour le rayonnement de Lumana Africa sur l'échiquier politique national. J'exhorte les nouvelles responsables des organisations de masse Phénix, jeunes et femmes qui sortiront de vos assises à ouvrir leur cœur et leur esprit toujours vers ce que le feu colonel Adamou Moumouni Jarmakoy appelait le consensus. Il conseillait en toutes circonstances de chercher d'abord la conciliation des intérêts individuels divergents ou celle des intérêts du groupe qui se combattent. C'est cela qui rend plus aisée la cohésion d'équipe. La restauration de l'unité d'action et le ralliement à nos troupes aux fins d'agrandir l'assise électorale de Lumana. Mes chers congressistes, chers invités, mesdames et messieurs, je sais l'engouement que suscite Lumana. C'est un séisme social d'amplitude 10 sur l'échelle politique de Richter. C'est un engagement qui fait peur
parce qu'il ravit tous les suffrages à son passage. C'est à juste titre que nos adversaires en ont peur. Ils agissent, mais aussi j'ai peur pour eux. Il faut noter que plus de 25 délégations venues d'Afrique et des autres continents prennent part à ce congrès. Le terrain politique toujours et restons au Modem Faloumana où en prélude aux assises de demain dimanche 7 décembre au Palais des Sports, le parti est à pied d'œuvre pour réaliser un nouveau succès, nous dit-on. À l'occasion, Soumana Sanda, un des ténors du parti, a ouvert, vous allez l'entendre, une parenthèse pour répondre de vive voix, nous dit-il, aux déclarations d'il y a quelques jours le concernant. Souvenez-vous, le reportage. Les militantes et militants du Modem Faloumana Africa du leader politique incontestable Hamamadou s'activent à organiser dans la capitale nigérienne les assises de leur conseil national et deuxième congrès ordinaire. Un rendez-vous du parti au cheval ailé qui, malgré les rumeurs folles, va se tenir dans la cohésion des cœurs des militants. Ce qui nous unit est plus important que ce qui peut nous diviser. Et au centre de ce qui nous unit, il y a Hamamadou qui incontestablement reste le seul et unique leader au niveau du Modem Faloumana Africa. Il y a le parti, le Modem Faloumana Africa, qui aujourd'hui est notre cadre fédérateur. Donc tout ce que vous avez pu observer ou entendre doit être uniquement mis sur le compte de la vitalité débordante de notre parti. Nous sommes un parti joyeux. Nous sommes un parti qui attire les Nigériens à travers le charisme de son leader. Nous sommes un parti qui attire les Nigériens à travers le programme qu'il présente aux Nigériens. Nous sommes un parti qui rassure parce que justement, des années durant, nous avons démontré notre capacité à nous opposer à tout système qui ne respecterait pas les règles démocratiques et celles de l'état de droit. Ainsi, le Modem Faloumana Africa veut prouver à la face de l'opinion publique qu'aux bien nés, la valeur n'atteint point le nombre d'années. À Niamey, il n'y a absolument aucun problème entre les militants. À Niamey, nous avons un Lumana qui se porte très bien et qui compte en faire la démonstration demain, Inch'Allah, lors de la cérémonie d'ouverture du deuxième congrès ordinaire. Donc le thème s'y est parfaitement au contexte parce que c'est la réussite est dans l'action. Donc l'action, pour pouvoir la mener, il faut s'unir, il faut s'organiser et il faut travailler à la solidarité, pas seulement au sein du Modem Faloumana, mais au sein de tous les partis membres de la RDR. Rendez-vous alors massivement à ces assises pour démontrer que malgré l'exil forcé auquel est contraint le leader charismatique de ce parti, il occupe quand même une place de choix sur l'échiquier politique national. La fête tournante de l'anniversaire de la proclamation de la République d'Osso 2014 charrie bien d'initiatives et d'espoir, et c'est le moins qu'on puisse dire. En effet, au programme des festivités, et ce du 14 au 17 décembre prochain, un colloque international sur les relations entre la région de Dosso et les États voisins de Sokoto et de Kebbi au Nigeria sera organisé. Un grand rendez-vous scientifique qui inspire ce dossier signé Adam Soumana et Halidou Bourema. Les populations de la cité historique de Jarmakoy, capitale des Zigui, s'activent à accueillir les festivités commémoratives de la fête de la République. Une fête tournante pour la réussite de laquelle les autorités de la 7e République, avec à leur tête le président Issoufou Mahamadou, mettent les bouchées doubles pour faire du Dosso Soga une réalité palpable. Le comité interministériel chargé de l'organisation de ce grand événement, de son côté, œuvre inlassablement pour donner un cachet particulier à cette fête à travers un colloque international. C'est une activité que l'université Abdou Moumouni
de Niamey organise. Et cette activité marque une rupture par rapport au passé. Les autorités ont voulu faire un pas beaucoup plus important pour impliquer les populations des pays voisins à travers une activité que les populations elles-mêmes peuvent s'approprier. C'est pourquoi nous avons pensé à un colloque sur les relations entre ces régions, à travers des réflexions qui portent sur leur histoire, sur leurs coutumes, sur leurs traditions, sur les activités économiques, politiques et administratives. Ces populations, à travers les universités, je vais parler ici de l'université Ousmane Danfodio de Sokoto et l'université Alérou de Birni-Kabi, les enseignants-chercheurs qui vont venir vont réfléchir sur des problèmes d'intérêt commun. Ce qui permettra sur le long terme, d'une part, de renforcer donc les liens d'amitié et de solidarité avec tous les pays voisins. D'autre part, ça va marquer quand même un tournant décisif dans la collaboration entre les universitaires, les ministères techniques, d'une part, c'est-à-dire le ministère de la Culture, le ministère de la Jeunesse, le commissariat aux grands événements et les populations. Noble initiative qui permettra ainsi de transcender les frontières fictives entre deux peuples très étroitement liés par l'histoire. Il y a 4 principales thématiques qui ont été définies. Une thématique espace et peuplement, une thématique sur État et institutions, une thématique sur l'économie et une dernière thématique sur culture et religion. Maintenant, toutes les communications que nous aurons seront mises dans l'une ou dans l'autre de ces thématiques-là. Et nous avons reçu plusieurs communications et nous avons sélectionné une cinquantaine et nous attendons une cinquantaine de papiers qui seront présentés au niveau du colloque. Mais en plus de ces papiers présentés sous la forme, disons, classique du colloque, nous avons prévu un panel spécial pour la tradition orale et ce panel-là vise à faire en sorte que ceux qui ont des choses à dire sur l'histoire de la région, en langue, les spécialistes de la tradition orale, qu'ils viennent, ils ont un panel spécial où ils vont contribuer au colloque et l'ensemble fera l'objet d'une publication et nous comptons publier à la fin un ouvrage de référence en anglais et en français qui puisse servir vraiment des sources d'information, une mine d'information pour les décideurs politiques, pour les populations et pour le public en général. Ainsi, les différents acteurs ne lésinent point sur les moyens pour un succès éclatant de ce grand rendez-vous. La contribution de l'université, c'est d'abord, évidemment, la participation des universitaires que nous sommes. Et notre contribution surtout à cet événement a consisté d'abord à inviter nos collègues des autres universités. Et quand on invite quelqu'un, je pense qu'il faudrait lui garantir des conditions pour bien accueillir évidemment les étrangers qui vont arriver. Et dans ce sens, on a eu à inviter jusqu'à 200 personnes qui vont arriver. Et pour prendre ces personnes en charge, nous avions quand même fait des réservations au niveau des hôtels et des villas. Maintenant, reste au niveau du comité interministériel d'accompagner évidemment l'acte que nous avons eu à poser. Par rapport aussi aux personnes ressources, nous avions eu à faire des contacts. On a pris les dispositions nécessaires pour que tous ceux-là qui peuvent apporter leur contribution pour la bonne marche de notre activité puissent apporter leur contribution. Nous avons pris les contacts des uns et des autres. Maintenant, pour ce qui est du transport, évidemment, pour prendre tous ces gens, c'est vraiment du monde qui va venir à ce grand événement. Alors, nous avions vraiment formulé au niveau du comité interministériel, évidemment, des demandes au niveau du transport, mais cela ne nous a pas empêché d'introduire au niveau de l'université aussi une demande. Donc, partant de cela, l'université nous a quand même accordé 3 cars
un minibus et une double cabine. Donc, je pense que on peut dire à ce stade qu'au niveau de l'organisation, on a tout peaufiné. C'est seulement du côté financier qu'on attend évidemment le salut du comité interministériel pour concrétiser les actes que nous avions eu à poser pour la bonne marche. Il appartient alors à l'ensemble des Nigériens de s'impliquer davantage dans l'organisation de cette fête qui se veut avant tout nationale afin de redorer l'image du pays et en particulier aux filles et fils de la région de Dosso à œuvrer sans relâche pour la réussite des festivités tout en y tirant le maximum de profit. Nous y serons plaisir à Dieu, Adam Soumana. Le syndicat national des travailleurs du secteur de l'eau au Niger est en congrès depuis ce matin dans la salle de conférence du SNAD. Un deuxième congrès placé sous le thème démarche, qualité et développement durable, cas de la Seine, avantage pour le personnel et la population nigérienne. Que veut bien dire ou que peut bien englober ce thème? Ibrahim Abdou et Nasser Dantofo nous éclairent davantage. Démarche qualité et développement durable cadre de la Seine, avantage pour le personnel et les populations nigériennes. C'est le thème placé pour ce deuxième congrès ordinaire du syndicat national des travailleurs du secteur de l'eau du Niger central Zen. Le choix de ce thème n'est pas fortuit. En effet, la démarche qualité au-delà de la certification est un véritable levier de performance économique et d'innovation sociale. Elle implique une refonte plus ou moins importante de l'organisation et de la mise en œuvre d'une véritable démarche participative favorisant l'implication des salariés et la prise en compte des réalités du travail. Son but est aussi la recherche de la satisfaction du client grâce à une pratique d'amélioration continue du système d'organisation générale de l'entreprise. Ensuite, pendant ces assises, nous écouterons un conférencier spécialiste du thème de notre congrès pour mieux armer nos militants dans l'exercice de leurs fonctions et leur permettre d'apporter leur contribution dans cette nouvelle démarche de la direction générale. Je vous demanderai donc d'être assidus et attentifs au cours des exposés, mais aussi de participer activement au débat afin d'être les relais auprès de nos camarades qui n'ont pas pu assister à ce congrès. Le représentant du ministère de l'Hydraulique, en ouvrant les travaux de ce congrès, a salué la tenue régulière de leur congrès, qui est un principe cardinal dans le respect de la démocratie syndicale. En cette circonstance solennelle, d'adresser ma satisfaction et mes vives félicitations au Bureau exécutif national du Centrazen pour la tenue de son deuxième congrès ordinaire, conformément aux textes qui régissent le fonctionnement de votre syndicat. Aussi, mon département ministériel, tout en restant toujours ouvert au dialogue, attend des prestataires que vous êtes une prise de conscience collective afin qu'ensemble, nous puissions améliorer la qualité de la fourniture en eau potable à nos voyantes populations. Et je demeure convaincu que vous mettrez tout en œuvre durant ces assises pour renforcer les capacités de vos militantes et militants à cet effet. Au cours de ce congrès, il sera procédé à la mise en place d'un bureau exécutif national, d'une commission de contrôle administratif et financier et d'une commission de conseillers. En ce samedi 6 décembre également, le Sahel Sporting Club de Niamey tenait une assemblée générale élective et au terme de laquelle nous apprenons que Ibrahim Dansoussou a été reconduit à la tête d'un bureau exécutif de 17 membres. Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi y étaient avec les yeux grands ouverts et nous en parlent. Cette assemblée générale élective du Sahel Sporting Club intervient dans un contexte difficile pour le football nigérien, comme en témoignent les mauvais résultats de l'équipe nationale du Niger, le MENA, aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2015 d'une part, et d'autre part, celle des clubs du Niger engagés aux compétitions africaines. La situation du football au Niger est une situation difficile. Cette situation reste marquée par des problèmes de gouvernance, notamment au niveau de l'instance fédérale, aggravée par la maladie du président de la FENIFOOT, M. Hima Jibrilla, à qui nous souhaitons un rétablissement. En outre,
le football rencontre d'énormes problèmes de financement à tous les niveaux. Au niveau de l'équipe nationale, qui est complètement abandonnée par l'État. Et je suis bien placé pour savoir que la FENIFOOT éprouve des difficultés pour gérer l'équipe nationale. Des difficultés de financement pour financer les compétitions de la FENIFOOT, aussi bien le championnat national que la Coupe nationale, ainsi que le championnat de deuxième division. L'absence de compétition des jeunes, le nombre pléthorique de clubs de première division à Niamey et la descente aux enfers des clubs de l'intérieur du pays. En outre, les clubs de première division éprouvent d'énormes difficultés pour satisfaire aux critères de la professionnalisation prévus pour l'année 2016. La situation actuelle que connaît le football nigérien doit interpeller tout le monde, estime Mohamed Nsousou. L'heure est grave. Et si les acteurs du football ne se ressaisissent pas, le football nigérien risque de végéter pour longtemps dans ses difficultés. Il nous faut peut-être pas une révolution, mais il nous faut vraiment un Big Bang. Les problèmes sont tellement graves que je me demande par où il faut commencer pour régler les problèmes du football nigérien. L'Assemblée générale du Sahel Sporting Club renouvelle sa confiance ainsi au président Nsousou. Le Sahel est l'un des meilleurs clubs de la capitale avec 28 titres, dont 13 fois champion national avec 2 coupes nationales et 5 supercoupes. À l'international, les Philippines à nouveau sous la menace d'un typhon à 230 km/h, des vagues de plus de 8 mètres de haut par endroit. Le typhon Agoupi s'approche et impose à l'État philippin l'organisation de la plus grande opération d'évacuation des populations dans le pays. En effet, 2 millions de personnes à mettre en lieu sûr avant les premières rafales. Le Richi. Face au cyclone le plus puissant de l'année, le bulletin météo devient un instrument de survie. S'il ne réduit pas en intensité dans les heures à venir, le typhon pourrait directement menacer plus de 50 millions de Philippins, soit environ la moitié de la population. Il faut faire vite, il se déplace à une vitesse de 30 mètres par seconde. Ses vents atteignent les 230 km/h. L'est de l'archipel, où l'on vit de la pêche et de l'agriculture, est en première ligne. Nous avons très peur, nous avons préparé tous nos bagages et sommes prêts à partir pour être sûrs que notre famille sera épargnée par le typhon. Sur les régions côtières, on s'attend à des vagues de plus de 8 mètres de hauteur. Écoles, églises, gymnases, tout est bon pour trouver refuge. Les autorités ont engagé l'une des plus importantes opérations d'évacuation de l'histoire. 2 millions de personnes à mettre en sécurité. C'est l'équivalent d'une ville comme Paris. Le Centre américain de surveillance des typhons prévoit le scénario du pire. Le cyclone pourrait dévier vers la capitale Manille et ses 12 millions d'habitants. Nous craignons que ce typhon soit aussi puissant qu'Haiyan qui a totalement dévasté Tacloban l'année dernière. Nos enfants sont en sécurité ici. Haiyan est encore dans tous les esprits le plus puissant des typhons jamais enregistrés à avoir atteint la terre ferme. Il a fait l'année dernière plus de 7300 morts et rayé des villages entiers. Aux Philippines, toujours dans ce branle-bas de combat, un otage suisse a réussi à s'échapper de la surveillance de ses ravisseurs du groupe Al-Sayaf. Enlevé le 1er février 2012, le désormais ex-otage est en lieu sûr, blessé, vous allez le voir, mais encore en vie. Un vrai miraculé. Le récit. Quelques mots pour ses proches à Saint-Gaël et une pensée pour ses sauveteurs philippins. Je voudrais remercier tout le monde, les civils, les militaires, qui m'ont gentiment ramené en sécurité et qui m'ont soigné. Je suis très soulagé d'être ici et non plus dans la forêt. Blessé,
mais en vie. L'otage suisse, contrairement à son compagnon d'infortune hollandais, a pu être sauvé par l'armée philippine. Il a été blessé lors de sa fuite, mais ses jours ne sont plus en danger. L'otage a profité d'une opération militaire de l'armée philippine contre les combattants d'Abu Sayyaf pour désarmer un de ses gardiens. L'otage suisse a réussi à s'emparer d'une arme d'un de ses ravisseurs, une arme blanche, une sorte de grosse machette. Selon nos informations, il a attaqué son ravisseur avec cette arme, lui infligeant de sérieuses blessures, ce qui lui a ensuite permis de fuir et de se mettre à l'abri. C'est en fuyant dans la jungle que l'otage suisse aurait été légèrement blessé par balle, avant d'être mis en sécurité par les militaires philippins. Nos troupes ont amené l'otage suisse dans un lieu sûr dans la province de Jolo. Il est maintenant à l'hôpital militaire de Camp Bautista. La TV suisse alémanique avait rencontré le désormais ex-otage, scientifique établi à Saint-Gaël. Il s'apprêtait à partir pour une étude sur les oiseaux philippins. Il a été enlevé le 1er février 2012, 1040 jours de détention. En Chine, l'ex-ministre de la Sécurité publique de 2002 à 2012 est en prison écroué. D'ores et déjà exclu du parti, il était accusé de fraude et de détournement d'argent. Une victime de plus dans la campagne anticorruption lancée par le président Xi Jinping. Voyons cela de plus près. La chute est si importante qu'elle valait bien l'ouverture des journaux télévisés en Chine. Le parquet populaire suprême a décidé d'arrêter Zhu Yongkang, qui est soupçonné d'actes criminels. Zhu Yongkang, ex-cacique du pouvoir, désormais sous les verrous, comme un vulgaire malfrat. Lui, l'ancien chef de la police et des services de sécurité chinois durant 10 ans, jusqu'en 2012. Une victime de plus du président chinois Xi Jinping et sa fameuse lutte anticorruption. La prise est trop belle et le pouvoir central veut le faire savoir. Désormais, c'est impunité zéro pour les nantis du parti. Le bureau politique du comité central du Parti communiste a examiné le rapport d'enquête de la commission disciplinaire sur Zhu Yongkang. Il a décidé de l'exclure du Parti communiste. À 78 ans, Zhu Yongkang ne jouait plus un rôle visible dans les destinées du pays. De 2002 à 2012, il avait la main sur toutes les affaires judiciaires et secrètes de la Chine, un maillon essentiel du système, un faiseur de roi et un coupeur de tête. Retiré des affaires, mais toujours au comité central, son entre-gens menaçait-il l'autorité du chef suprême, Xi Jinping? Certains observateurs le laissent entendre. Une chose est sûre, Zhu Yongkang était un ami de Bo Xilai, un ancien membre politique du comité central, condamné à la prison à vie pour corruption l'an dernier. Pure coïncidence? Peut-être pas, d'autant que les autorités enquêtent depuis des mois sur une affaire d'enrichissement personnel dans la vente de pétrole. Donc Zhu Yongkang en serait la pierre angulaire. C'est en tout cas les fuites qui filtrent dans la presse chinoise. Fin de ce journal à retrouver à 22h45 sur nos antennes, si vous le voulez bien. Soyez donc au rendez-vous. Au revoir.